Bonsoir. Voilà, le début est toujours un peu chaotique. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Quelle Comédie, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité de la comédie française. Je suis Béline Dola. J'accueille ma camarade Rebecca Douani ce soir qui, exceptionnellement, remplace Arthur Lenoir. C'est Rebecca qui répondra à vos commentaires en direct ce soir. Dans Quelle Comédie, il sera question de théâtre radiophonique. Je ne sais même pas si c'est la bonne appellation. Je vous demanderai à mes camarades ici présents. Depuis de nombreuses années, depuis plusieurs décennies, la comédie française et France Culture sont partenaires et produisent ensemble des fictions sonores. Nous avons déjà reçu à ce micro Blandine Masson, en charge de la fiction sur France Culture depuis de longues années et co-réalisatrice en février de cette année avec Éric Ruff de Mithridate de Racine. Voilà, ce soir l'actualité, ce sont les aventures du petit Nicolas de Sampé-Gonsini et l'adaptation d'un texte inédit de Goscinny, La visite de l'inspecteur, deux textes mis en scène pour France Culture avec la troupe du Français. Tout cela est compliqué, mais en réalité c'est très simple, par Baptiste Guiton et mis en ondes le 19 décembre prochain à 20h. Bonsoir Géraldine Martineau. Bonsoir. Vous êtes comédienne, metteuse en scène, vous êtes depuis octobre 2020 pensionnaire, vous faites partie de la troupe de la comédie française, vous interprétez la maîtresse dans l'adaptation radiophonique des aventures du petit Nicolas. Bonsoir Laurent Stocker. Bonsoir. Vous êtes le 511e sociétaire de la comédie française, vous jouez actuellement dans Fanny et Alexandre, vous jouez ce soir, oui. Voilà. Mise en scène Julie Deliquet, adaptée des textes, des films de Bergman, et vous interprétez tous les rôles dans La visite de l'inspecteur. Oui. Et bonsoir et bienvenue Baptiste Guiton. Bonsoir. Vous êtes metteur en scène de théâtre et réalisateur de fiction radiophonique pour France Inter et France Culture, entre autres. Vous avez réalisé l'adaptation des aventures du petit Nicolas et co-réalisé avec Blandine Masson celle de La visite de l'inspecteur. Alors, première question pour vous, Baptiste. Vous êtes l'invité, honneur aux invités. La fiction sur France Culture, puisque ces deux créations seront diffusées sur France Culture, a pour vocation de donner à entendre des classiques, mais aussi des textes d'auteurs contemporains. Dans quelle catégorie vous classez les aventures du petit Nicolas de Sampé ? Est-ce que c'est un classique ? Est-ce que c'est de la littérature ? Ou alors est-ce que c'est autre chose, du divertissement ? Comment Je dirais essayons de définir. Oui, je dirais que c'est de la littérature, c'est très bien écrit, on l'a vu pendant les répétitions et on a vu aussi aux réactions du public à quel point c'est très travaillé en fait, c'est très ciselé, c'est vraiment de la comédie et c'est de la comédie finement orchestrée, chaque mot est choisi. Est-ce que ça appartient aux grandes œuvres je dirais patrimonial de notre littérature? Oui, sans doute maintenant, à nos fictions jeunesse, ça appartient à une œuvre conséquente de René Goscinny et de Sampé qui va de la BD effectivement au roman graphique, je sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, c'est oui, l'ancêtre du roman graphique. Peut-être on pourrait dire ça, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là en tout cas, mais ça appartient effectivement aux grandes œuvres nationales maintenant. Ça reste tout de même de la fiction contemporaine, on pourrait appeler ça comme ça. Alors, depuis l'apparition du premier recueil en 1960, c'est une histoire, c'est un personnage, ce sont des personnages qui ont connu un grand succès. Je crois qu'il y a plus de 15 millions d'exemplaires de Nicolas vendus dans le monde dans plus de 40 langues. Et tous ces personnages et cette histoire se sont déployés sur des tas de formats et de médias différents, le cinéma notamment, très récemment d'ailleurs, je crois. Pourquoi est-ce que la radio ne s'est-elle emparée de ce texte que maintenant, Baptiste Guiton ? Alors ça, c'est une bonne question qui tient à des lignes éditoriales, aussi à des rencontres. Là, la fiction des aventures du petit Nicolas et de la visite de l'inspecteur s'est faite à la suite d'un premier partenariat entre la Comédie Française, la fiction de France Culture et les éditions IMAB, avec l'aimable autorisation d'Anne Goscinny. Et la Zizanie, Astérix et Obélix, avait été réalisée dans lequel Laurent Stocker, vous avez joué Astérix. Je jouais Astérix, et c'était dans une réalisation de Cédric aussi, c'était en public aussi, et donc effectivement tout le monde a en tête les bandes dessinées, mais quand elles sont jouées, interprétées en public, il y a encore autre chose qui se passe. C'est pas du dessin animé puisqu'on
on a l'habitude de voir ça en dessin animé, on a aussi l'habitude de le voir au cinéma avec Depardieu qui l'a joué, et puis d'autres, il y a eu plein d'autres Astérix, mais le fait de le jouer en public, ça apporte encore autre chose, parce que on n'est pas vraiment dans le jeu, on est quand même en lecture. Et donc c'est normalement pour la fiction, donc c'est ce qui est intéressant, c'est les voix, mais le fait de le faire en public, il y a quand même une interaction qui se joue, surtout avec les gens qui font les bruits. Et donc quand on déracine un arbre, quand on voilà, il y a toute cette littérature là qui est une littérature d'onomatopée qu'il faut réussir à rendre en public. Et je crois que c'était quand vous jouez en public, vous avez les bruiteurs et les bruiteuses qui font le bruit de l'arbre qu'on déracine. Tout à fait. Sur scène. Public accède à ça en fait. Tout à fait. Ils voient en fait toute la mécanique de la radio, que ce soit d'ailleurs le bruitage comme l'enregistrement de la musique. Tout est là en direct, et puis on peut envoyer des choses ici et là depuis la régie, mais on essaye de dévoiler. On fait de la radio sur un plateau. On pourrait appeler ça comme ça plutôt qu'appeler ça théâtre radiophonique. On parlait de terminologie tout à l'heure. On dirait de la radio sur un plateau. Alors à France Culture, on a eu plein de terminologies, de registres de fiction différentes, les concerts fiction, les lectures musicales. Là, les aventures du petit Nicolas s'inscrivent. Les aventures de Tintin, il y a quelques temps. Il y a eu Tintin qui là est déployé en studio, qui est vraiment de la fiction radiophonique au sens propre du terme, réalisée par Benjamin Habitant, qui sont des fictions qui sont enregistrées en studio, post-produites, etc. Là, on a une tâche double qui est celle à la fois de l'auditeur et du public. Donc, 2 types de représentations auxquelles s'atteler avec une œuvre. Alors, 6 comédiens de la troupe, Michel Villermoz, Gilles David, Noam Morgenstern, Johan Gazurowski, Marina Hans et Géraldine Martineau, pour les aventures du petit Nicolas. La visite de l'inspecteur, c'était pas en public. Non, la visite de l'inspecteur, c'était en studio avec Blandine Masson qui me dirigeait dans cette lecture et qui, en fait, le principe, c'était de faire toutes les voix sans non plus faire des choses trop rocambolesques, mais enfin toutes les voix, le scénario, oui, il est didascalie. Le scénario en lui-même, il est drôle déjà. Donc après, pour jouer pour faire entendre la voix de l'institutrice, il faut faire une voix un petit peu douce, mais il faut pas non plus faire des petits. Enfin voilà, on n'était pas, encore une fois, c'est pas du dessin animé, donc il faut. Il fallait surtout qu'on entende le scénario. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Blandine Masson? Qu'est-ce qu'elle vous a donné comme indication? Il y avait des moments où elle me disait ça c'est moins clair, ça c'est reprends ce passage-là, etc. Parce que on a une sensation c'est comme quand on met en scène. Géraldine peut en parler parce qu'elle est metteuse en scène, mais nous on a l'impression que ce qu'on fait c'est peut-être bien, et puis le réalisateur ou le metteur en scène ou la metteuse en scène nous dit c'est peut-être moins bien, tu vas peut-être un peu trop vite, etc. Parce que ça nous échappe évidemment, on ne sait pas. Donc voilà, c'est le principe d'être dirigé. Il faut se laisser faire par la personne qui est dans l'écoute. Vous avez joué donc devant un public qui était en partie un public d'enfants, oui, avec des camarades de la troupe et puis des enfants comédiens, dont Vigo Ferreira Rédier qui joue le petit Nicolas. C'est super. Voilà, 4 musiciens, une bruiteuse, puisque le bruiteur était une femme. C'est une expérience qui relève du théâtre, c'est une expérience qui relève de la lecture. Comment vous la définissez, cette expérience-là? Pour nous, je pense que c'était assez proche finalement d'une lecture en public. Après, il y a le travail du micro, mais qui n'était pas pris en charge par nous. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi le travail? C'est-à-dire que là où en studio, c'est beaucoup plus présent, il y a que ça en fait, que la voix, donc on se concentre sur la voix, ce qu'on donne, les petites. Mais là, c'était quand même pensé pour être une soirée aussi beaucoup en public. Donc nous, finalement, on se préoccupait assez peu du travail technique que vous faisiez. Et nous, finalement, c'était plus les codes de la lecture. On s'avance. Est-ce qu'on donne un signe, du tableau, la craie, l'école, on s'assoit. Voilà, ce rapport-là entre qu'est-ce qu'on montre ou qu'est-ce qu'on... Un signe, on est déjà dans une intention de théâtre, en fait. Oui. Baptiste, c'est... Oui, je dirais que c'est une intention. Oui, bien sûr, c'est une intention de théâtre. Ce que dit Géraldine est juste, c'est-à-dire que il y a un travail, alors qu'on a un petit peu fait, qu'on a un petit peu commis, celui de la mise en espace, celui du travail de plan. On l'a un petit peu fait avec les enfants puisqu'on a pu les mettre au HF.
Donc on a eu un travail le HF, c'est le micro. Le micro HF, des micros sans fil. On a pu organiser au sens de l'organisme des mouvements, des péripéties, des improvisations avec les enfants, ce qui était moins le cas pour les rôles d'adultes qui étaient contraints à une inertie, c'est celle du micro sur pied. Donc c'est là où on reste dans un rapport de lecture. Après, toute la question de ce genre d'exercice, c'est de lire sans faire entendre la lecture. Il faut rester dans un rapport d'incarnation, un rapport de présent, de disponibilité à des choses, ne serait-ce que déjà aux réactions du public. C'est une fiction dans laquelle le public a beaucoup réagi. Ah bon, il pourrit. Beaucoup de rire, ouais. Il y avait beaucoup d'enfants. Ouais. C'était très plein et c'était très vivant. Et c'était l'occasion de voir que ça n'avait pas pris une ride quand même, parce que ça réagissait énormément. Ouais. Et puis moi, je trouve quand même un petit mot pour La Bruiteuse, parce que c'est vrai que c'est hyper magique, je trouve, à regarder en studio ou en public, de voir tout son petit attirail, les chaussures, ça c'est, je veux dire, il y a qu'à la radio, c'est quand même génial, quoi. Tous ces petits instruments, elle se met à se taper, elle fait les trucs, elle sort ses bidules, elle a tous ses tops, enfin c'est toute ils ont une des cabine. caddies d'ailleurs, ça me fascine toujours. C'est génial. C'est des caddies de supermarché avec des téléphones, suivant les époques dans lesquelles se passent les fictions, il y a tout un état de moi j'aime beaucoup. C'est magique. Il y a un petit côté comme ça, on sort du chapeau, c'est ça, une magie. Alors Anne Goscinny, je la cite, puisque donc la fille de Goscinny qui donne l'autorisation, à ce que ce texte soit joué. Si l'on avait dit à mon père, quand avec Sampé il s'est amusé à créer ce chouette écolier, qu'un jour leur petit Nicolas aurait la parole sur France Culture, il ne l'aurait pas cru, mais si on lui avait précisé que les rôles principaux seraient interprétés par des comédiens de la Comédie Française, il aurait lissé sa cravate et souri de toutes ses chaussettes. Le petit Nicolas sur France Culture, joué par la troupe du Français, c'est une forme de reconnaissance de la dignité, je ne sais pas comment dire autrement, du texte, en tout cas de cette production culturelle qui partait quand même avec des handicaps, c'est-à-dire un texte pour la jeunesse, à la base d'une BD, c'était même un feuilleton pour la presse. Peut-être que c'est la réponse à la question que je vous posais au début de l'émission, c'est-à-dire est-ce que c'est pour ça qu'on a attendu autant de temps, parce que c'est un texte qui... peut-être la littérature enfantine n'est pas une évidence, en tout cas sur une chaîne de culture. Alors ça, c'est une grande question. Effectivement, la question de la fiction jeunesse, pour le théâtre, comme pour le cinéma, comme pour la fiction radiophonique, oui, c'est une grande question. Il n'y a pas de mauvais genre, il n'y a plus de mauvais genre. Je pense pas, absolument pas, bien au contraire. Vous, comédien, il n'y a pas de... pas de mauvais genre. Non seulement il n'y a pas de mauvais genre, mais en plus, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment les choses évoluent. C'est-à-dire que des choses qui paraissaient un peu délaissées par la critique, où certaines personnes avaient une espèce de morgue vis-à-vis de certains textes, etc., deviennent maintenant des textes classiques, on va dire. Donc ça, c'est intéressant. On veut dire, on peut prendre la même... Ça arrive aussi sur, je pense, un acteur comme Louis de Funès, qui, de son vivant, faisait des millions d'entrées, mais n'a jamais été reconnu véritablement. Et puis des auteurs comme Novarina s'y sont intéressés, ont écrit un texte qui s'appelle Pour Louis de Funès, et maintenant il y a des rétrospectives sur Arte presque. Enfin, je veux dire. Donc il y a la Cinémathèque. La Cinémathèque en tout cas. Et donc voilà, il faut redonner les lettres de noblesse à des textes qui à la sortie n'en paraissaient pas. Et c'est formidable que ce soit comme ça. Quand vous jouiez Astérix. Moi j'adore Astérix en plus. J'ai été bercé par ça. Donc, Voilà, ce texte, on viendra à ce qu'il porte, parce qu'il y a quand même des représentations qui sont assez anachroniques aujourd'hui. Est-ce qu'il fait écho à l'un et l'autre de votre enfance, de textes que vous avez lus quand vous étiez enfant? Ou est-ce que vous, finalement, c'est un texte que vous prenez comme vous prenez n'importe quel texte de théâtre, et puis vous vous y attelez, et voilà. Parce que c'est un texte qui peut résonner, quelle que soit la génération. Ah bah ça c'est... Enfin, je sais pas, toi tu as lu Astérix quand tu étais enfant? Moi j'ai lu Astérix, mais pas le petit Nicolas. Ouais. Je sais pas. Moi j'ai lu les deux. Je pense que je suis un petit peu trop jeune peut-être pour le petit Nicolas. Mais je sais pas si ça veut dire quelque chose, parce qu'Astérix en même temps je l'ai lu, donc j'ai lu Tintin. Non, ce qui est tonique, enfin pour les acteurs, c'est que je trouve que justement quand on lit ces textes-là, ils ont une résonance dans notre enfance, et tout à coup on se dit ah tiens, on est en train de les interpréter, ah tiens, on est en train de les lire, on est en train de les jouer finalement. Parce que quand vous les lisiez enfant,
vous aviez votre interprétation intérieure. Voilà, mais si vous voulez, quand on fait ce métier, si on n'a pas une part de l'artiste qui est dans l'enfance, ça n'a aucun intérêt. Donc moi je dis toujours, est-ce que le petit Laurent aimerait le Laurent plus vieux? Alors je me dis, le petit Laurent aimerait le Laurent plus vieux quand il fait Astérix ou quand il fait le petit Nicolas, ça c'est sûr. Et ça c'est gagné d'avance, parce que on est toujours des enfants. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est quel type de comique, le petit Nicolas? C'est un comique de situation? C'est un comique de situation. La grande qualité de cette œuvre pour jeunesse, c'est que tout est vu par le point de vue d'un enfant. Donc c'est là où c'est imbattable, c'est là où Goscinny maîtrise très bien son sujet, c'est qu'on n'est pas dans l'idée de l'enfance, c'est l'enfance. Et tout est vu par les yeux de ce petit garçon qui voit les adultes dans un rapport assez bord-cadre, qui ne vit son présent que dans une succession d'injustices quasiment, et qui va répondre à cette injustice. Et c'est de cette crise de l'injustice que va naître la comédie, hein, comme souvent la comédie naît de la tragédie. Mais voilà, il y a des grandes injustices sur lesquelles il rebondit. Et est-ce que c'est cette part d'enfance qui rend le texte universel, puisque des enfants dans la salle rient, alors on est quand même sur des références aux 30 Glorieuses. Enfin, l'univers, il est assez... il n'est pas marqué dans le temps, mais en tout cas, on n'est pas dans une époque contemporaine, ultra contemporaine. Et puis, c'est un texte qui est lu dans le monde entier. Est-ce que c'est cette part d'enfance? Est-ce que c'est la drôlerie? Est-ce que c'est... Je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors la première chose, oui, il touche à quelque chose de l'enfance qui me semble assez universel, c'est peut-être un bien grand mot, mais tout de même, des situations... Un texte qui est vendu et qui est traduit dans 40 langues, on peut peut-être le dire, oui. Un rapport à l'éducation, un rapport à l'autorité, il y a un rapport à la camaraderie. Il s'agit d'un petit garçon qui peut aussi avoir des ressentiments compliqués à 8 ans vis-à-vis de sa camarade, de sa copine Marie-Edwige. Il y a plein de choses comme ça qu'à 8 ans, on peut se dire tous les enfants le vivent, ça. Et Goscinny pointe très bien les choses. Maintenant, oui, ça baigne dans les années 60, c'est sûr, notamment le couple parental. Très peu clivé, il n'y a pas de référence à l'économie ou à l'immigration. Non. Les représentations de genre sont quand même assez datées. La mère cuisine, le père... C'est d'ailleurs assez réjouissant de voir ce qu'on a traversé en 60 ans. On s'aperçoit aussi de ça quand on représente le petit Nicolas. Tout cela, ça résonne quand même avec... et en tout cas, les rires résonnent dans la salle. Oui, mais on rigole de ça. Prenons de la distance, on nous verra mieux. On rigole de ces années 60 et de ce rapport homme-femme, domestique, ménager, qui nous paraît complètement fou. Ça aujourd'hui, quand même. Comme tout élu aujourd'hui à ce prisme-là, il y a beaucoup de choses. Se retrouver, c'est un peu ce qui, moi, m'a sauté aux oreilles quand je l'ai entendu. Je me suis dit, c'est sur la représentation de l'homme et de la femme et de l'autorité, donc avec la personnalité de l'inspecteur qui martyrise cette pauvre maîtresse. Oui, c'est pas que ça, il y a aussi les élèves, ils font bloc un peu contre lui, c'est encore autre chose. Alors il est ridiculisé, il est totalement ridicule. C'est un jeu qui se joue à plusieurs. C'est qui est drôle, mais je me demande si c'est pas justement quelque chose qui annonce les années que l'on vit en ce moment, c'est-à-dire quelque chose qui dit que voilà, cette figure d'autorité, ce côté paternel, maternel, bien clivé, c'est une chose dont on se moque parce que déjà à l'époque c'est un peu lourd tout ça. Et donc du coup ça permet de se dire que les années qui arrivent sont celles qu'on vit en ce moment où heureusement il y a beaucoup plus une redistribution des rôles entre guillemets et puis c'est tant mieux quoi. Mais c'est annonciateur de ça et c'est de ça dont on rit je pense aussi. Est-ce qu'ils s'amusent effectivement avec tendresse tous les deux des représentations sociales? Est-ce qu'on peut dire que c'est une œuvre sociale à caractère? À certains égards, oui. Il y a d'ailleurs dans les aventures du petit Nicolas des scènes de problématiques sociales, de factures, de colère, de sentiments d'injustice vécus par les adultes face auxquels le petit Nicolas est impuissant et ne comprend pas du coup le fonctionnement de ses parents, pourquoi il ne se préoccupe pas de lui à ce moment-là, pourquoi il lui donne moins de tendresse, moins d'amour, parce qu'ils sont préoccupés par des vrais soucis sociaux et lui regarde ça avec ses yeux impuissants, Oui, je crois. Jouer avec des enfants, c'est la question tarte à la crème.
mais je la pose parce qu'en réalité, quand on n'est pas comédien ou comédienne, ou metteur en scène, metteuse en scène, on ne sait pas comment tout ça s'articule. Comment est-ce qu'on joue avec des enfants en direct à la radio ou sur un plateau, en fait. Ils étaient, eux, harnachés pour pouvoir être plus libres que les acteurs adultes qui étaient donc face à leur micro. Comment ça se... Quel type de discussion vous pouvez avoir avec Je pense qu'il y a eu plus de temps de répétition du fait qu'il y ait des enfants, je me trompe ou pas? Non, on a eu 25 heures de répétition en tout et pour tout. Non, c'est pas énorme. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est quand même pas mal, ouais. C'est pour une heure. C'est-à-dire qu'en fait, Baptiste était vachement bien parce qu'il était hyper pédagogue. Au-delà de dire, d'arriver au résultat escompté, ce que tout metteur en scène voudrait, mais tu prenais vachement le temps de leur expliquer. Et ça, je trouvais ça super pour eux. Et eux étaient super aussi, parce que très disciplinés, très intéressés et très travailleurs. Et du coup, je me disais, pour eux, c'est génial. Moi, j'adorais que mon fils fasse ça. J'aimerais pas du tout qu'il joue au théâtre. En étant petit, j'ai pas envie qu'il soit à 20h30 dans des loges avec que des grands qui parlent pas du tout de... Enfin, franchement, j'ai pas envie. Je le vis, j'ai pas envie que mon fils de 12 ans soit... Enfin, je trouve ça un monde de grands, quand même, le théâtre. Enfin, voilà. Mais là, je trouvais que c'était hyper bien pour eux, hyper adapté. Et que ça apprenait vachement... Plus ludique, peut-être, que... Ouais, en même temps, ça demande quand même vachement de rigueur. Il fait... Tous les déplacements, l'ôter, le micro, la tourne, dans le silence, tous les codes de radio, plus le jeu, plus le volume de répétition. Il y avait pas mal de choses et je trouvais ça vachement... ils étaient vraiment bien et puis hyper instructifs pour eux et ils étaient très inclus dans le processus. Et le petit Vigo, il est vraiment super. Vigo, donc il joue le petit Nicolas. Ouais. Il est vraiment trop chouette. Comment vous le choisissez ? C'est une chance inouïe de l'avoir rencontré. Je sais pas comment, à un moment donné, quand cet avis d'audition a été partagé, je sais pas comment il est tombé dans les mains des parents de Vigo, qui l'accompagnent très joliment d'ailleurs, puisque tu parles de ça. Il y a aussi un jeune comédien qui est très bien accompagné par ses parents. Non, je sais pas comment à 8 ans et demi on joue comme ça, comment on arrive à être autant au présent, comment on arrive à avoir ce sens du rebond, comment on arrive à pouvoir jouer avec un comédien adulte, que le comédien adulte va changer une toute petite intention et se permettre de rebondir avec autant de... Je sais pas. C'est surtout pour rebondir sur ce que vous dites, c'est surtout nous, adultes, comment faire pour être aussi bon que les enfants. Oui, c'est pas faux. C'est toujours quelque chose qui me passionne, parce que quand vous jouez avec un enfant, un jeu de rôle ou des petits jeux simples, ils sont à fond dedans, ils pleurent et puis après ils rient. Et comment nous, les acteurs, on va faire pour retrouver ça? C'est un peu comme le principe des caméras cachées. J'entendais récemment François Damiens qui disait en fait, ce qui est le plus dur, c'est de se mettre au niveau des gens, parce que les gens ils jouent mais sans savoir. Et je crois qu'il y a quelque chose qui a à voir avec ça, avec l'enfance, dont je parlais déjà tout à l'heure, c'est que les enfants jouent mais ils ne font plus très bien la différence quelquefois entre la réalité et c'est ce qui fait que ça leur donne un côté, alors pas tous, parce qu'il y a des très mauvais enfants acteurs aussi, qui ont une hyper conscience d'eux-mêmes, mais voilà, ou qui sont, je sais pas, qui sont pas élevés dans une sorte de capacité à pouvoir inventer, ou ça dépend aussi des familles, et puis ça dépend des personnalités des enfants. Nature. Mais voilà, est-ce que s'oublier à un moment donné, c'est pas le propre de l'acteur? Ah bah si, mais c'est de plus en plus dur en vieillissant de s'oublier. Pourquoi? Parce que vous avez... En vieillissant, c'est-à-dire vous mettez le vieillissement à partir de quel âge? Je sais, moi je à partir de 12 ans. Moi je parle pour moi, à 20 ans, je montais sur scène, À 20 ans, vous étiez encore un enfant, en stock. Non, mais je suis encore un enfant à 48 ans, si vous voulez. J'espère que je serai enfant jusqu'à ce que je meure. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas la conscience, si vous voulez, des spectateurs. On n'a pas à 20 ans, on monte sur scène et puis on veut tout faire éclater, puis on veut tout, et puis on joue, on y va. Et puis plus vous vieillissez, mais je parle pour moi, c'est très subjectif. Plus vous vieillissez, plus vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis sur scène, il y a des gens, et puis là c'est le danger. Donc il faut toujours essayer de se réinventer et toujours essayer de ne pas tomber dans ce piège-là, et donc de rester encore une fois avec son âme d'enfant. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, je trouve. Et comment on y arrive? En se à ne pas remettant en avoir question. conscience de ce qu'il y a en face de... Il faut pas se regarder jouer. Voilà. Cette espèce de méta-regard, il faut surtout pas faire ça, quoi. Si vous êtes en train de vous dire
qu'est-ce que je viens de faire, mon Dieu, c'est pas bien, etc. Alors là, c'est fini, quoi. Je pense que tout le monde est différent aussi. C'est ça, ouais. Je pense qu'il y a des grands acteurs qui peuvent se raconter une liste de courses en jouant, ou des gens qui sont dans une acuité totale aux autres. Enfin, je pense que les sensations internes doivent beaucoup varier. Parce que les acteurs sont tous... pour le coup, en dirigeant, je trouve à chaque fois, c'est fou. C'est-à-dire que quand on dirige, il faut qu'on trouve la clé pour chacun. Ouais, et en fait, c'est un peu long parce que tout le monde est tellement différent. Le temps de cartographie, le temps de comprendre. Il faut scanner chaque. Voilà. Et après, chaque QR code, idéalement, il faut être différent avec chacun. Quoi. Et c'est vrai que c'est plus compliqué. Et j'ai oublié ma question, Mathis, c'était pour vous. Alors, allez-y. Non, mais pour revenir aux enfants, pour revenir à Vigo et ses 5 camarades, il y a quelque chose qui est beau aussi là-dedans, c'est la question de l'individu, certes, mais du groupe. C'est-à-dire que là, il y a une dimension collective dans l'exercice ou la discipline, qui est la radio, c'est-à-dire la rigueur du micro, le fait qu'on... Voilà, Est-ce que le fait de se retrouver en face de cette troupe, je pense... ils en avaient conscience il y avait un enthousiasme dingue, à un moment donné. Ils sont venus voir ici. Il y a Vigo, et j'ai appris que Vigo était venu voir effectivement les démons avec ses parents. Hansel et Gretel, plusieurs m'ont dit qu'ils étaient venus voir. Peut-être. Oui. Ah non, il y a un désir, il y a un vrai désir. De façon qui est... Mais il y a aussi c'est-à-dire que évidemment, on met en scène ce genre de fiction par la coulisse. C'est en voyant ce groupe de 5 garçons et une fille être ensemble en dehors du plateau qu'on va ici et là peut-être aller tirer certains fils et essayer de les représenter dans leurs échanges au plateau. Il y a aussi un stade d'observation à avoir quand on travaille avec les enfants pour capter cette nature-là et les mettre à l'aise sur le plateau et ne pas aller leur proposer des choses qui ne leur correspondent pas du tout. Il n'est pas question de composer le petit Nicolas ou Eudes ou je ne sais qui. Je sais pas qui c'est, moi. Tous ces personnages-là. Alors, évidemment, Goscinny a écrit des profils. Il y a un bagarreur, il y a un fils de flic, il y a un fils de riche, etc. Mais j'ai presque envie de dire que ça m'intéressait pas à la base, ça. Le texte était très bien interprété et c'était les intentions et les relations qu'ils entretenaient entre eux. Donc, ces relations-là, elles se tissaient déjà en coulisses et il fallait, je sais pas, créer un aqueduc des coulisses au plateau pour arriver à retrouver cette nature, cette jovialité, peut-être, je sais pas. Et vous qui jouez Agnan, l'inspecteur, la maîtresse, etc., vous avez dû vous accrocher quand même aux personnages tels qu'ils étaient décrits dans les textes de Goscinny. Oui, mais il faut simplement leur donner aussi une voix un peu différente aussi. Et il fallait pas se perdre aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc il fallait bien définir qui il y a beaucoup de personnages dans ce texte. Ah oui, pendant 3 heures, j'étais épuisé à la fin de l'enregistrement parce qu'il faut donner le ton de la maîtresse, de l'inspecteur, du gardien, les didascalies, il y a tout ça. Donc, mais ce qui était le plus important, c'était quand même de faire entendre ce scénario. Qui, moi, je trouve, est un très bon scénario, qui devrait être fait au cinéma. Vous disiez que c'était une belle écriture. Pourquoi c'est une écriture particulière ? Elle n'est pas grasse. Alors, en tout cas, dans les aventures du petit Nicolas, c'est autre chose dans un scénario qui est beaucoup plus développé. Mais dans les aventures du petit Nicolas, on alterne des séquences narratives avec Nicolas. C'est presque du théâtre-récit. Nicolas raconte autant qu'il interprète. Oui, mais ça, c'est tel que vous l'avez adapté. Parce que vous avez bien dû adapter tous ces volumes des aventures du petit Nicolas. L'œuvre, elle oscille entre narration et scène dialoguée, ou scène jouée finalement. C'est l'essence même de cette œuvre-là. Non, ce que je dis quand je dis qu'elle est pas grasse, c'est les comédiens de la troupe l'ont vite vu. C'est que c'est quelques répliques. Ça fuse le rôle de la maîtresse. C'est quelques répliques. Il faut le cibler. Il faut l'envoyer tout de suite. Il y a pas de fioriture. Il faut trouver l'attaque et l'envoyer. Il y a pas de possibilité d'aller chercher je ne sais quelle béquille ou autre. Il y a une mathématique. C'est très vif, Goscinny, comme écriture. Il a une écriture comme Astérix lui-même, c'est-à-dire qu'il va à 100 à l'heure, j'ai l'impression. Dans chaque fois que je lis même les bandes dessinées. Vous avez retrouvé des parallèles entre la visite de l'inspecteur et la zizanie, puisque vous avez déjà joué Goscinny. C'est une écriture aussi. Encore une fois, c'est très rythmé, c'est très vif,
et c'est très rapide et l'humour est très incisif aussi. C'est des petites phrases, c'est des petites, on appellerait ça aujourd'hui des punchlines permanents. Et c'est ce qui fait que les gens rient, je pense, parce que il y a toujours des petites choses sur l'état de la société, qui font que c'est très drôle. Et encore une fois, c'est très vif, c'est très tchac-tchac. Voilà, enfin, je sais pas, c'est cette sensation que j'ai quand je lis, quand on lit les bandes dessinées aussi. Je veux dire, la façon dont écrit Goscinny, c'est un peu comme les gifles distribués aux Romains. Alors là, c'est vrai que c'est particulier parce qu'il y a effectivement beaucoup d'onomatopées, donc il faut quand même. En plus, mais c'est ça qui est génial. Mais les onomatopées plaisent beaucoup, même quand Hergé faisait Tintin, et ça plaît aussi beaucoup aux enfants. Alors, vous avez parlé des enfants, travailler avec la troupe du Français. Vous connaissez bien les comédiens et les comédiennes, vous les mettez en scène sur le plateau, à la radio. C'est une expérience particulière, parce que Blandine en avait parlé ici. Je ne dirai pas ce qu'elle avait dit, je vous le dirai après. Mais quelle expérience c'est, puisque c'est un collectif aussi très attention à ce que vous dites. Oui, attention. Attention. Non, c'est un collectif tout à fait singulier, tout à fait, qui se connaît par cœur, qui a l'habitude de la radio. Je ne sais pas si vous avez déjà... Non, ou pas, dans le cas il me semble que dans le cas de Noam Morgenstern et Marina Hans, ils n'avaient jamais joué ensemble encore. Non, mais ils ont déjà fait. Oui, il y avait de la fiction qui avait été faite. Non. On a fait des Tintins. Ah, bien sûr, oui. Non, c'était pas la première fois que je travaillais avec certains acteurs de la troupe, individuellement. Collectivement, c'était la deuxième ou troisième fois qu'on bâtissait ce genre d'aventure radiophonique. Non, ce qui est très très agréable avec la troupe du Français et avec les acteurs, c'est je dirais c'est l'absence presque de préambule. On rentre tout de suite dans le travail. Alors au-delà de la question, il n'y a pas de préliminaire si je puis me permettre, mais oui, en tout cas, pas très joliment dit, mais tout de même, il y a. C'est moi, je le prends. J'en prie. Non, mais il y a au-delà de la question de l'efficacité au travail, il y a un vocabulaire commun dont il est très agréable de s'emparer. À son tour, en tant qu'invité extérieur, c'est-à-dire que tout d'un coup on arrive, on remercie tout le monde d'être là, et puis on sent bien qu'il y a une gymnastique, il y a quelque chose, un exercice commun qui met en rapport tous ces acteurs et dans lequel on nous convie et très rapidement on se met à cuisiner. On se pose pas la question de savoir quel type de cuisine on va faire, quels ingrédients on va utiliser. On a déjà beaucoup de choses sur la table et on se met comme ça à chercher. Et c'est je trouve, avec la troupe, ce qui est formidable, c'est qu'on a du coup le temps de chercher. Puisqu'il y a cette dynamique préexistante, je connais aussi, sans doute. Là, on parlait de Noam et de Marina qui n'avaient jamais joué ensemble, mais sinon, en général, quand quelqu'un rentre dans la troupe, au bout de 6 mois, on le connaît aussi, on la connaît aussi. Donc, du coup, il y a une chose qui se fait un peu plus peut-être facilement que quand c'est une équipe qu'on ne connaît pas, qu'il faut rencontrer les gens. Déjà, ça met 1 ou 2 journées. Est-ce qu'il y a un métier commun, une façon de faire? Quelque chose qui serait commun à tous les acteurs, j'ai pas la sensation, mais j'ai qui est là depuis plus d'1 an, mais qui avait joué et mis en scène, et notamment Laurent Stocker. Mais qu'on n'a jamais joué malheureusement. Mais non, pas la encore. Dame de la Mer, la Dame de la Mer d'Ussel, on a répété pendant le confinement, mais voilà, on n'a pas joué. Est-ce que en public. Vous l'avez joué, mais pas en public? Vous l'avez joué devant un public de... On a joué devant Eric Ruch. On avait un spectateur, ce qui était déjà... Quel spectateur! Mais on espère quand même un jour qu'on en aura un peu plus. Et les personnes du Vieux Colombier, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a effectivement une facilité qui se met en place au bout d'un moment, quand on se connaît, à jouer l'expérience de la troupe? Moi, ce que j'avais trouvé avec La Petite Sirène, puisque là, la dame, ça s'est en effet pas encore joué, c'est qu'il y avait une régularité de soir en soir, vraiment, que j'avais pas forcément trouvé à l'extérieur. Dans le jeu? Une régularité, ça vraiment. Ça veut dire que chaque soir, c'était vraiment bien. Ça faisait pas... Voilà. Après, les acteurs, ils sont quand même tous différents. Et c'est normal. Comme ailleurs, je pense. Tout le monde a des psychologies différentes. Je veux dire, quand bien même tout le monde aurait plus ou moins fait le conservatoire, ça veut pas dire grand-chose. Donc voilà, tout le monde a des parcours différents et des manières de fonctionner et
Et c'est la beauté du travail de metteur en scène et la difficulté aussi. C'est que les acteurs ont des attentes différentes et des manières différentes de fonctionner. Et d'avoir des déclics ou d'être d'accord d'entrer dans le travail ou pour que tu... Enfin voilà, et ça c'est pareil ici qu'ailleurs. Mais c'est beau. Enfin, je veux dire, on peut pas être tous pareils. Laurent Stocker, avant cette émission, le début de l'émission, vous m'avez dit que vous aviez fait près de 100 enregistrements à la radio. Des dramatiques, oui, j'en ai fait pas loin de 100. Si je compte celles que j'ai faites avec la maison et puis celles que j'ai faites à l'extérieur, parce que j'en ai fait aussi beaucoup. J'en ai fait aussi beaucoup. Mais oui, j'en ai fait beaucoup, oui. Ça fait plus de 20 ans ça fait 25 ans que je fais des dramatiques, donc j'en ai fait, oui. Des dramatiques, ça on appelle ça des dramatiques, des dramatiques France Culture. On a tendance à appeler ça des fictions, maintenant des fictions sonores. Voilà, des dramatiques, on disait ça de mon temps. Non. On disait ça il y a 25 ans. Écoutez, je vais essayer parce qu'il va falloir que j'aille. On a préféré le terme de fiction parce que je pense que le répertoire de fiction s'est déployé. À l'origine, étymologique de dramatique, action, enfin, il y a peut-être plus lié au théâtre, là, aux fictions, le registre poétique, les nouvelles, le roman, les fictions sont plein de choses aujourd'hui sur France Culture. Donc voilà, c'est vrai qu'on a tendance à utiliser ces terminologies, mais effectivement, le mot dramatique a existé. Qu'est-ce que vous aimez faire dans ces dramatiques, par exemple ? Alors, moi, j'aime me lever très tôt. Donc, quand on arrive à 8h en studio pour enregistrer, c'est un grand bonheur. Non, je plaisante. On arrive, il est 8h du matin au studio 111, il y a des travaux, il y a des bruits de perceuse. Un petit café tiède. Ça, c'est sympa, c'est excitant. Non, c'est rencontrer des réalisateurs qui ont, comme les acteurs des univers différents, ils ne travaillent pas tous de la même façon, entre Cédric Ossire, vous et d'autres, Sophie Haute-Picon, etc. Donc il y a la rencontre avec le réalisateur de radio, qui est comme un metteur en scène ou une metteuse en scène de théâtre, ils sont tous différents, et puis retrouver des camarades d'ici, d'une part. Ça fait un petit peu, si vous voulez, quand on a fait, par exemple, je me souviens très bien, du Graal Théâtre avec Florence Delay et Jacques Roubaud, il y avait un côté récréation. En plus, c'était les Chevaliers de la Table Ronde, il y avait Agravin, il y avait tous les chevaliers. Et là, on avait joué la veille, on s'était couché à 1h du matin, parce que on finissait vers 11h30. 8h du matin. Et à 8h ou à 9h, je sais plus, 8h30, on est au studio 111, et il faut que ce soit joyeux, il faut que ce soit festif, et on a beaucoup ri en faisant ça. Et c'est toujours agréable de se retrouver pour en plus. Le fait sur scène devant un public, en tout cas pas tout le temps, il y a une forme de liberté dans le jeu que vous. Il y a une forme de liberté, mais pas que, parce que si en public vous ne portez pas la voix, si vous êtes, on n'entend rien. Or à la radio, il y a des choses comme ça, quand on se met en cabine, on le sent bien, il faut s'avancer, hop, on laisse l'autre passer, il passe devant, il dit un truc, et on repasse. C'est très, moi je trouve ça très très drôle. C'est l'essence même du jeu d'enfant, justement. Ah mais si, mais c'est exactement ce que je dis, c'est la cour de récréation, les dramatiques, la fiction, pardon. Les dramatiques, c'est une cour de récréation. La fiction, c'est... Les dramatiques, c'est vrai que ça fait... C'est autre chose. La chronique. Non, oui, pardon. Enfin, c'est très festif, voilà. Et si on perd le côté festif dans le travail qu'on fait, que ce soit pour les réalisateurs, les metteurs en scène, les acteurs, si on arrive au studio, on se dit il faut enregistrer. Non, moi ce que j'aime, c'est justement et puis travailler, ça brasse. On essaye une version, on dit tiens, il y a pas le ton, et la voix il faut la chauffer. Moi quand je vais à Radio France, je suis en scooter et les gens me prennent pour un fou parce qu'au feu rouge, j'essaye que ma voix soit quand même un petit peu réveillée, parce qu'à 8h30 du matin ou 9h, il faut que, en ayant quitté la scène à 23h30, la voix est encore un petit peu endormie, donc il faut la réveiller. Mais c'est tout ça, et puis c'est la découverte de textes. Moi j'ai découvert plein de textes. J'ai découvert Mario Vargas Llosa, où j'ai fait 20 épisodes aussi, avec Christine Bernard-Sugy à l'époque. Plein de choses, Catherine Lemire, toutes ces réalisatrices-là. Et des textes que je n'aurais peut-être pas forcément lus, et qu'on a fait en fiction, et qui pas joué ici. Et qu'on n'a pas joué ici d'ailleurs. Le Graal Théâtre, ce serait formidable de le jouer, mais c'est dantesque. Combien d'heures, il va y avoir 20 heures de spectacle. C'est 2 souliers de satin.
Oui, c'est facile de souligner Vous de ça. devriez le proposer à votre... C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. En tout cas, de reconfinement, ça vous Oui. pourrait vous occuper. On pourrait le faire en Zoom. Bon, merci, je crois qu'il est l'heure, parce que vous êtes sur scène dans très peu de temps. Merci Oui, beaucoup. non, c'est presque dans 1 heure, ça va. Partir se maquiller, s'habiller. Ouais. Voilà, vous êtes. Merci à tous les trois. Merci. Merci à vous. Merci Géraldine Martineau. Merci beaucoup. à vous Rebecca. Le 19 décembre sur l'appli Radio France, sur le site de France Culture et à la radio, tout simplement, vous pourrez découvrir les 11 épisodes des aventures du petit Nicolas, ainsi que la visite de l'inspecteur, réalisation Baptiste Guiton pour les premiers, co-réalisation avec Blandine Masson pour le deuxième, jusqu'au 30 janvier 2022, en alternance à Richelieu, Fanny Alexandre, adapté du texte d'Ingmar Bergman, mise en scène Julie Deliquet, avec entre autres, parce que la distribution est importante, Laurent Stocker. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en podcast sur SoundCloud, la regarder sur YouTube la semaine prochaine. Même jour, même heure, vous retrouverez Judith Chen et ses invités Denis Podalides et Olivier Cadio. Bonne soirée avec la Comédie Française. Bonne soirée. Merci. Merci.